Il fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis quelque temps. La révision, sinon la relecture du code électoral, le débat, j'allais dire, sur la relecture du code électoral et surtout la révision de la constitution de notre pays dans la perspective des élections de 2026. Alors, après la sortie du président Patrice Talon, sommes-nous en droit, j'allais dire, de dire que la récréation est terminée? Loin s'en faut quand on suit encore les débats de ceux qui portent la révision de la Constitution. On va en parler dans ce débat et j'ai déjà mes invités sur ce plateau. On va évoluer progressivement de page nation en page internationale. Alors, Francis Eloge Attadé, bonjour. Bonjour. Merci d'être fidèle au poste, j'ai envie de dire. C'est toujours un plaisir de venir parler pour vous et de venir opiner sur les questions qui touchent aussi bien la vie nationale qu'internationale. Je rappelle que vous êtes analyste politique sur ce plateau. Alors, en face, vous avez deux autres invités, chers amis téléspectateurs. Nous avons M. Alphonse Moïse Soudé. Vous êtes un habitué de ce plateau. Merci de répondre présent. Je vous en prie. Merci, chers confrères. Bonjour à toutes et à tous. Juste à votre gauche, nous avons Nouroudine Sakasalé. Il est juriste. Nouroudine, bonjour. Bonjour Alain, et apparemment je suis le petit intrus ce matin. Pas du tout un intrus, nous sommes heureux de vous accueillir, vous êtes bienvenue chez vous sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors, puisque vous êtes le tout premier, disons, le nouveau, nous allons dire, sur ce plateau, voilà, on va commencer avec vous, Nouroudine Sakasalé. C'est vrai que quand on parle de révision constitution, tout de suite le débat se fait, les citoyens se mettent en branle, les politiques également se mettent en branle, et pendant longtemps, le chef de l'État, Patrice Talon, ne s'est pas exprimé sur la question ouvertement et face à la population. Aujourd'hui, c'est chose faite. Quelle lecture faites-vous de la conférence de presse du président de la République au sujet de la révision constitutionnelle? Nouroudine Sakasalé. Alors, je vous avoue que je n'avais pas regardé cette conférence de presse. C'est ce matin ici que j'ai eu quelques bribes et je suis tombé sur la partie où il parlait de la révision de la Constitution. Donc, de ce que j'ai retenu, avant qu'on aille sur les détails, de ce que j'ai retenu, il avait insisté, et je pèse ce mot-là, pour que, en cas de révision de la Constitution, qu'elle soit faite en fonction de son interprétation de la question du parrainage. C'est-à-dire qu'il a dit aux députés, si vous devez réviser, il faut que vous révisiez le code électoral pour que ce soit les élus de 2026 qui parrainent. Pourquoi ce serait sa lecture à lui qui devrait induire la révision de la Constitution dans un sens donné? C'est ce qui m'a un peu bousculé dans ma conception des choses, parce que je me rappelle que j'avais déjà tiré la sonnette d'alarme après la démission des ministres Adambi, du ministre d'État Abdoulaye Biotchane et du président de la Cour constitutionnelle Diogbenou, qui avaient démissionné avant l'installation des députés. Et j'avais alerté en disant qu'on ne peut pas transmettre des droits qu'on n'a pas, qu'il fallait donc attendre l'installation des députés avant de rendre la démission. Et j'avais annoncé, c'était déjà en janvier 2023, avant l'installation, que cette décision de la Cour constitutionnelle qui avait été prise et qui avait autorisé, qui avait abouti au fait que les députés non encore installés puissent rendre leur démission, allait entraîner des conséquences dans la question du parrainage. Parce qu'on allait se retrouver avec deux catégories de députés lors du dépôt des dossiers, ne sachant pas lesquels sont légitimes à octroyer le parrainage. Donc un an après, c'est pas que je me réjouis, mais ce sont des risques politiques qui sont habituellement ce que je vois quand il y a des dispositions ou des décisions qui sont prises. Et aujourd'hui, je constate que cette question revient avec acuité et le chef de l'État a insisté pour que si la révision du code électoral doit être faite, il faut qu'elle soit faite dans le sens que ce soit les députés et les maires de 2026, c'est-à-dire issus des élections de 2026 qui parrainent. Rien ne dit que c'est cette conception-là ou cette compréhension du texte-là qui est la bonne, puisque comme je dis aujourd'hui, s'il y a une discussion, c'est parce qu'il y a forcément deux écoles. Il y en a qui estiment que c'est les députés actuels, d'autres estiment que c'est les nouveaux députés. Donc ça m'a un peu gêné de découvrir en fait au détour de cette conférence de presse exercice inédit et que je trouve même très utile, puisque là au moins ça nous permet de savoir ce que pense concrètement la personne du chef de l'État, au-delà de ce que peuvent en dire ses porte-paroles ou les personnes qui parlent
en son nom et qui répondent aussi de lui, je me suis dit, au moins là, je vois ce que le chef de l'État a dans le ventre en termes de volonté, en termes d'émotion. Et là, je me suis dit, rien ne me dit que ce qu'il a dit est vrai. Rien ne me dit que ce sont les élus de 2026 qui peuvent parrainer ou qui ne peuvent pas parrainer. Voilà. D'accord. Alors, Francis Attali, vous pensez que la sortie du chef de l'État devrait siffler la fin de la récréation? Oui, je crois. Et puis, je voudrais d'abord remercier Nourdine Sakasalé, qui a trouvé que c'est un exercice inédit et inhabituel. Parce qu'en fait, une conférence de presse, c'est une première dans le comportement, dans les habitudes du chef de l'État. Les entretiens avec les médias, ça vient tout le temps. Par contre, une conférence de presse où toute la presse nationale, toutes catégories confondues, y compris les journalistes de la presse internationale accréditée au Bénin, ont été conviés à cette conférence de presse. Je veux rappeler en fait à M. Nourdine que c'est dans l'esprit de la Constitution de 2019, ce sont les élus de 2026 qui doivent parrainer. Maintenant, il s'est posé en fait un problème calendaire qui ferait qu'on risque d'avoir 2 générations de parrainage. Pourquoi? À l'occasion d'entretien, des concertations que le chef d'État a eues avec les parlementaires, il leur a rappelé en fait que dans l'esprit de la Constitution, ce sont les élus de 2026 qui vont parrainer. Mais comme la Cour constitutionnelle a constaté un dysfonctionnement et vous a saisi au fin de modifier le code électoral pour l'arrimer, en fait, pour arrimer l'article 142 du code, à l'article 49 de la Constitution. Bon, ben, qu'est-ce que vous pensez? Les députés, en fait, pour la plupart, lui ont dit qu'ils souhaiteraient que ce soit eux qui parrainent. Ici, c'est le cas, c'est que forcément, ça va induire, en fait, un ajustement au niveau des élections, de l'ordre des élections. Et si on doit ajuster l'ordre des élections, en fait, les permuter, ça va nécessiter certainement une retouche du texte constitutionnel. Mais je n'en ai pas besoin. C'est à vous d'apporter une réponse législative à la décision de la Cour constitutionnelle. Donc, je crois qu'il faut qu'on rappelle que le chef de l'État n'a fait que préciser que dans l'esprit de la Constitution de 2019, ce sont les élus de 2026 qui doivent parrainer. Mais c'est normal que les députés qui sont en train d'exercer leur mandat, pour des intérêts particuliers, veuillent bien parrainer. Bon, maintenant, comme il y a une question réelle, pertinente, liée en fait au parrainage, on a dit qu'il faut trouver des solutions. Plusieurs pistes ont été suggérées. Et entre autres pistes, il y a eu celle qui induit l'éventualité d'une révision, et c'est celle qui a conduit à la proposition de loi que porte l'honorable Hassan Seyou. En fait, laquelle loi engendre depuis un moment une polémique entretenue au sein de la société. D'accord. Et qui m'inclut des psychoses. Je reviens vers vous tout à l'heure. Alphonse Moïse Soudé, le chef de l'État est comme un général de troupes. Sa mouvance devrait lui obéir. Mais quand il siffle la fin de la récréation, quand il dit je ne suis pas preneur, je ne suis pas demandeur d'une révision constitutionnelle, je ne voudrais pas qu'on touche une virgule de la Constitution béninoise et que les députés de la mouvance semblent foncer, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème entre le leader de la mouvance et ses éléments? Si vous voulez savoir ce qu'un pense un chef d'État africain de sa gestion, accordez-lui la parole au-delà de 21 minutes. Au-delà de 21 minutes, vous saurez vraiment ce qu'il pense. Non, moi, j'ai 2 hypothèses. Où nous faisons de la politique spectacle, c'est-à-dire qu'il y a une distribution parfaite des rôles. Je joue mon rôle, tu joues le tien. Sinon, si c'était le chef de l'État que nous connaissons qui avait pratiquement la même mise sur la mouvance, dès qu'il a sifflé la fin, l'honorable Hassan Seyou ne devrait plus sortir pour préciser sa pensée. Et quand vous voyez, lui, il propose qu'on organise d'abord la présidentielle, après les législatives et les communales, pour que le chef de l'État élu puisse avoir quand même une certaine majorité. Quand je prends ce schéma-là, forcément, ce sont ceux qui sont là aujourd'hui, les actuels maires et les actuels députés, qui vont parrainer le duo présidentiel. Mais quand je prends l'hypothèse du chef de l'État, ce n'est pas une question d'intérêt. Ce n'est pas une question d'intérêt.
C'est-à-dire quoi? Les députés qui sont là, le chef n'a pas la certitude qu'ils vont rester fidèles. Jusqu'au moment où il faut accorder les parrainages. Il n'a pas la certitude. Dans la mesure où ils ne sont pas sûrs de repositionner ces députés-là pour les élections générales de 2026. Donc, si ça se passe comme ça, je ne vous dois plus obligeance. Je donne mon parrainage à qui je veux. Parce que vous n'avez pas eu la possibilité de me positionner sur une liste. Donc, systématiquement, le divorce est consommé. Donc, on veut éviter ça. On veut éviter ça. Parce que forcément, les députés demain ne reviendront pas. Ne reviendront pas. Donc aujourd'hui, ces députés sont en train de réclamer qu'on leur donne la possibilité de parrainer. Et quand vous suivez un peu les démonstrations, on a dit on peut toucher au parrainage, on peut toucher au code électoral sans donner un coup de pied à la Constitution. Les gens ont parlé de dates. Moi, je dis les parrainages, quand vous avez suivi un peu en 2021 le débat qui s'était posé autour du parrainage, on va comprendre aujourd'hui la position du chef de l'État. Parce que des gens sont sortis pour expliquer les conditions dans lesquelles on leur a appelé leur parrainage. Ils ne savent même pas à qui on a attribué leur parrainage. Ça pose un problème. L'honorable, c'est Hassan Sebou. Il prend position. Pour moi, c'est... La première hypothèse, c'est qu'on s'est distribué les rôles. Chacun joue son rôle. J'ai vu des hommes politiques qui passaient sur des plateaux de télévision se débattre comme le diable dans un bénitier sans pouvoir convaincre. Mais la seconde hypothèse, ce qui est peu probable, c'est que le chef de l'État a décidé d'affranchir ses députés. Parce que le chef a parlé, Hassan Sebou estime que lui, il ne veut pas retirer sa proposition de loi. Mais je dis, scientifiquement, qu'est-ce que la Cour nous a demandé? Et je reviens sur ça. Mais je constate que personne n'en parle. La Cour demande qu'on aille revoir le code électoral. Mais voilà, on laisse ça. On n'a même pas mené le débat à l'Assemblée nationale. On devrait d'abord mener le débat qui va permettre aux gens de comprendre que, si on doit toucher au code électoral, il faut forcément revoir les articles de la Constitution. Mais malheureusement, personne n'en parle. Ce qui intéresse tout le monde, on s'évertue à nous mettre dans la tête, à nous marteler dans le cerveau qu'il faut forcément réviser. Quel intérêt a-t-on? Parce que je dis, le chef de l'État a dit, il ne veut pas de la révision de la Constitution. Ça ne veut pas dire qu'il est contre la révision. Attention. Le français est délicat. Je ne veux pas de la révision. Je ne veux pas dire que je suis contre la révision. Si vous arrivez à enclencher le processus et à la fin, ça marche. Non, il a dit, bon, si vous entendez que ça respecte, ça se passe dans les règles de l'art. Est-ce que là... je promulgue sans deuxième lecture. Ça veut dire qu'on ne veut... Je promulgue sans seconde lecture. Donc, ça passe. Allez, avant que vous ne réagissez, M. Attadé, je voudrais passer la parole à M. Nouroudine Saka Saleh. Vous pensez qu'on peut éviter la révision de la Constitution tout simplement en allant aux élections sur la base de la relecture du code électoral simplement? Alors, je pense que l'intervention du chef de l'État n'a pas du tout sifflé la fin de la récréation. La preuve, la présence sur les médias, comme l'a dit mon aîné ici présent, des députés pour venir revendiquer leurs droits en tant que députés, d'être initiateurs, comme ils ont concurremment avec le chef de l'État, l'initiative de la révision, leur droit de le faire. Pour moi, l'intervention du chef de l'État n'a pas du tout sifflé la fin de la récréation parce que le débat continue. Le débat continue. Et je veux bien souscrire à ce que M. Attadé a dit tout à l'heure, mais je me dis, quelle que soit la brillance de l'argumentaire d'une personne, chef de l'État soit-il ou soit-elle, ce n'est pas au chef de l'État d'expliquer l'esprit de la Constitution. Non. C'est à la pratique politique, c'est à la pratique jurisprudentielle de venir clarifier les choses. C'est à la pratique législative, c'est à travers les textes que nous avons que certaines choses doivent être clarifiées. Parce que si on doit aller dans l'explication de l'esprit, et je ne dis pas que ce que vous avez dit est faux, mais je ne suis pas obligé de souscrire à ce que vous avez dit. L'esprit de la Constitution ne me dit pas, moi, Nouroudine Saka Saleh, que ce sont les parrains de 2026 qui ont légitimité à parrainer. Sinon, ceux qui sont élus de 2023, ils servent à quoi, au final? Donc, à mon sens, le débat demeure encore plein et entier. À la limite, pour moi, en tant que, je vais dire, entre griffes, intellectuel, non acteur de la révision, je ne suis pas à l'Assemblée nationale, je ne suis pas au niveau de l'exécutif. Pour moi, c'est un exercice intellectuel banal. Retoucher des articles d'un texte de loi et tout cela. Pour moi, le droit est évolutif, la pratique politique est évolutive. Pour moi, c'est un exercice banal. À la limite, même, c'est très intéressant et c'est stimulant pour l'intellect de discuter de révision de certaines clauses. Mais l'environnement dans lequel la Constitution est née,
ce à quoi nous avons été habitués, l'histoire autour de la Constitution et surtout l'histoire de sa modification en 2019, le contexte dans lequel ça a été fait, c'est peut-être ça qui rend frileux tous ceux qui opinent sur cette question de la révision. Moi, j'ai été très émerveillé, positivement émerveillé, de découvrir que les députés de la mouvance présidentielle revendiquaient une certaine autonomie, une certaine indépendance. J'ai été époustouflé de le découvrir. Mais je suis quand même assez réaliste. Je lis quand même l'activité politique, l'actualité politique. Je me demande s'il y a aujourd'hui un respect de la discipline de groupe dans la mouvance ou s'il y a tout au moins un respect de la parole du chef de cette majorité. Parce qu'aujourd'hui, je vois et je me réjouis que ce soit le rôle du politique, c'est-à-dire que le politique puisse dire voilà ce que moi je pense, voilà dans quel sens moi je veux aller, et que ce soit le choc de ces ambitions, de ces intentions, de ces idées-là qui nous amène quelque chose de positif. Donc pour moi, le débat est encore entier. Si on doit se fier à ce qu'a dit le chef de l'État, le problème est loin d'être réglé parce qu'il a une position qui est claire pour lui, ce sont les élus de 2026, mais peut-être que pour les membres de son gouvernement, pris individuellement, ce n'est pas cette position. Mais Nouroudine Saka Saleh, moi je reste avec vous. Quand l'honorable Hassan Seibou, encore ce matin sur ce plateau, l'a affirmé, son mandat n'est pas impératif. Il est libre de prendre des initiatives. Mais dans le même temps, depuis 2016, le chef de l'État, Patrice Talon, a travaillé sur la réforme du système partisan et le but final, c'est de rendre forts les partis politiques. Comment se fait-il, comment pouvez-vous expliquer qu'un membre, je dirais un individu d'un parti politique, puisse supplanter son parti qui est censé être fort et porter une décision, une proposition de loi, un projet de cette envergure? Alors, moi j'ai d'abord élevé la petite question préjudicielle de savoir si c'est réellement une proposition de loi qui a été déposée. Parce qu'en termes de proposition de loi, il y a des obligations à minima. C'est-à-dire, il faut un minimum de signataires en tant que député pour introduire une proposition de loi. Est-ce que c'est une proposition de loi qui a été déposée ou est-ce que c'est une initiative d'un député? J'ai compris dans les propos de l'honorable Seibou que c'est une volonté personnelle qu'il est parti déposer. C'est-à-dire en tant que président de groupe parlementaire, et il n'a même pas parlé en qualité de président de groupe, il a parlé en qualité de député, c'est-à-dire ayant intuitu personné, titulaire d'un mandat non impératif. Le mandat non impératif aujourd'hui, à la lumière de ce que nous appelons discipline de groupe, qu'est-ce qui pèse le plus? C'est l'initiative du député? Est-ce qu'il faut considérer le geste qu'a posé l'honorable Seibou comme une proposition de loi? Est-ce que l'Assemblée ne devrait pas rejeter pour question de forme cette initiative qui a été posée par le député Hassan Seibou, quitte à leur demander de déposer une proposition de loi dans les formes prescrites en la matière? Donc, moi, je trouve que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un exercice intellectuel qui est intéressant. Ça permet au moins de lancer le débat. Lancer le débat dans le sens où, comme il l'a dit, le député a un mandat non impératif, ce qui est vrai. Mais à côté du mandat non impératif, comme j'ai dit, ça questionne aujourd'hui toute la panoplie de réformes qui ont été faites. Avant, on se plaignait qu'il y avait beaucoup trop de partis politiques. Pourquoi? Parce que le code électoral, moi je trouve qu'il y a même tout à changer dans nos textes, dans nos lois. Même le code électoral avant celui de 2019, je trouvais qu'il était mauvais parce qu'il empêchait l'individu de se porter candidat à titre personnel. Aujourd'hui, on voit, il n'y a pas de mandat impératif, mais en même temps, on est dans un parti politique qui se permet, c'est-à-dire des individus dans le parti, se permettent de décider si telle ou telle personne peut aller se proposer comme candidat. Alors que pour moi, la normale devrait être de permettre à tout le monde d'être candidat. Et c'est ce qui avait manqué dans le code électoral antérieur où les gens, bien qu'étant très populaires, étaient obligés d'aller créer un parti politique pour leur élection à eux seuls, intuitu personnel. Donc, est-ce qu'il ne faut pas revoir de fond en comble tout cela pour permettre en fait à la démocratie, la réelle démocratie, de se faire? Mais l'acte du député Seibou, pour moi, a posé une question de démocratie interne au sein du parti. Parce que je vois qu'il a pris une initiative personnelle, qu'il est allé matérialisé à l'Assemblée nationale sous forme de proposition. Je ne l'appellerai pas ça proposition de loi, parce que j'exige qu'il y ait quand même un certain respect des textes en la matière. Mais en même temps, il s'est agi
a posteriori d'aller convaincre son équipe, d'aller convaincre son groupe. Il a même dit qu'il a planché devant le bureau exécutif du bloc de son républicain. parti, alors que normalement, ce seraient des décisions qui devraient être prises avant son initiative. C'est-à-dire, il est député, certes, il est président d'un groupe, donc j'estime qu'avant de poser un tel acte, la démocratie interne devrait avoir cours en interne d'abord avant ce type d'acte. Parce que lorsque les décisions ne sont pas des décisions de groupe, il est plus difficile pour les membres du groupe de s'y soumettre. Si j'ai eu la possibilité de débattre de l'initiative en question, si je me sens battu, entre griffes, si je me sens dominé dans le groupe, je me range à la décision de la majorité. Mais là, j'ai plus l'impression qu'il y a eu encore un diktat. Diktat de qui je réalise aujourd'hui qu'il assume, entre griffes, curieusement, d'avoir pris l'initiative tout seul, de l'avoir imposé à ses membres et de les convaincre a posteriori de la justesse de son débat. Moi, je pense que pour la discipline, ce devrait être un débat qui aurait dû être mené d'abord en interne avant qu'une telle initiative soit portée sur la place publique. Sur le bureau de l'Assemblée nationale d'abord, avant d'être posé. Francis Attadé, des partis forts, des partis vraiment très forts, c'est la vision du chef de l'État à travers la réforme du système partisan. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus des individualités qui commencent par s'exprimer. Est-ce que la réforme porte toujours sa vision originelle? Je ne sais pas ce que vous entendez par parti fort. Est-ce qu'un parti fort nuit à l'expression plurielle, à la liberté d'opinion des militants? Parce que là, vous donne l'impression que le parti fort doit s'imposer, doit imposer la norme en fait aux militants ou aux adhérents. En 2019, le parti a été obligé de désigner des maires, alors que des individualités déjà en 2019, à l'issue des élections municipales, s'exprimaient déjà. Et on a dû retourner à l'Assemblée pour retoucher les lois. Si vous permettez, je vous rappelle le contexte en fait. Vous savez qu'avant 2019, vous et moi pourrions poser un diagnostic. Le diagnostic sur la vie partisane au Bénin, c'était qu'il y avait une création anarchique des partis politiques, il y avait le mal transhumant et puis il y avait l'hyperpuissance de l'argent. Maintenant, avec la réforme, dorénavant, c'est plus possible qu'on crée de façon anarchique. Il y a des critères qui sont comme des chicanes. Donc forcément, vous devez avoir un certain nombre de personnes requises dans certaines circonscriptions pour pouvoir aller à la création de parti. Donc les conditions à remplir, les formalités à remplir sont si corsées que c'est plus facile de créer de façon anarchique les partis politiques. Bon, maintenant, la question de la transhumance, elle n'est peut-être pas réglée entièrement. Mais quant au financement... Entièrement ou elle n'est pas du tout réglée? Non, mais écoutez, nous avions fait des avancées, il faut l'avouer. Autrefois, c'était les rôtements de veste, c'était fréquent. Bon, maintenant, c'est que certains partis continuent encore, parce que la réforme, ça fait un moment, ça ne fait pas trop longtemps. Ben, ça va prendre du chemin avant que ça ne prenne entièrement compte. Mais on voit toujours, on voit des militants d'un parti se regrouper pour démissionner, pour retrouver, pour aller dans un autre parti, et vice-versa. Est-ce que le mal transhumant n'est pas toujours d'actualité, malgré la réforme du système partisan? Oui, c'est qu'il y a une faiblesse de fond, parce qu'évidemment, on n'a pas imposé aux partis politiques les idéologies. En fait, c'est que c'est facultatif pour le moment. On en viendra. Quand on aura opté pour des partis politiques à idéologie assez claire, la conviction va se cimenter. Et comme ça, ce sera plus difficile, je crois, à un libéral d'aller vers le camp d'un socialiste. Et comme ça, il y aura une discipline. Ça va venir. Nous sommes dans la progressivité. Et sur la question du financement des partis politiques, aujourd'hui, il y a un financement public. Donc, on peut connaître les sources du financement des activités des partis politiques. Donc, la réforme du système partisan, ce n'est pas un échec. Il y a eu des avancées et il faut avoir le courage et l'honnêteté scientifique de le faire constater. Je vais faire observer qu'à l'occasion de la conférence de presse chef de l'État, vous avez vu qu'il y a eu la posture d'un homme d'État, mais qui a la maîtrise de ces dossiers et qui a clarifié un jeu, parce que la polémique qui a été entretenue au sein de la cité, relative évidemment à une éventuelle révision de la Constitution, ce n'est pas le chef de l'État qui l'a alimentée. Et vous comprenez que la psychose qui traumatise encore nos sociétés, s'agissant de la révision constitutionnelle, parce que les gens sont frileux. Pourquoi? Parce que dans la sous-région, on a constaté que la plupart des chefs d'État qui sont en train d'exercer leur second mandat tentent de tripatouiller les textes constitutionnels pour ramener le compteur des mandats à zéro
afin de le tourner ad vitam aeternam. Or, ce n'est pas le cas ici. La réalité qui se passe, de la réalité du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire ou d'autres pays, ce n'est pas la même réalité que celle que nous vivons au Bénin. Et le chef de l'État a eu le mérite de clarifier en fait sa position, qu'il n'a jamais été demandeur d'une révision constitutionnelle et qu'il ne veut pas qu'on touche à une seule virgule de la Constitution. Il a rappelé le contexte dans lequel il a échangé avec les députés. Et si c'était une initiative parlementaire, ce n'est pas son problème. Parce que, vous savez, Noureddine a bien cité, il n'a pas donné l'article 154 de la Constitution, dit que c'est concurremment. En fait, ça peut être une initiative gouvernementale actée par un conseil de ministres, et là, c'est un projet de loi. Et quand c'est une initiative des parlementaires, c'est une proposition de loi. On va faire le procès à Sansevou, je l'ai vu tout à l'heure, et puis quand il est descendu, on a échangé, parce que je suis après ce qui se passe. Il peut porter, en fait, la vision, une vision de révision, en partageant ça avec un certain nombre de députés de sa famille politique. Et vous ne savez pas, vous n'avez pas vu le texte, vous ne savez pas comment ils sont signataires. Donc, ici, on ne va pas opiner, en fait, comme les citoyens ordinaires. Moi, j'opine sur le factuel. Je n'ai pas encore vu les signataires, mais j'ai la teneur de la proposition de loi. Mais je n'ai pas vu encore les signataires. Et c'est possible que, s'il n'y a pas de signataires, ce n'est pas évident que ce soit recevable. Puis la commission des lois est en train de faire un travail. Et on attend la décision de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Non, permettons de préciser. Oui. Le chef de l'État, à l'occasion de l'échange qu'il a eu avec les députés du groupe parlementaire LD, les démocrates, il a dit, vous avez ce qu'il faut pour empêcher la modification de la Constitution qui ne répond pas à votre compréhension de l'intérêt général. Je crois que c'est un signe de bonne foi. Ça veut dire que si on engageait au Parlement une révision qui n'est pas du goût de l'opposition, ça ne passera pas. Donc la question, par exemple, du troisième mandat, le chef de l'État a dit qu'il n'a jamais été demandeur d'un troisième mandat. La question de la révision constitutionnelle, ça peut être une initiative parlementaire. Mais s'ils dégagent leur consensus là-bas, c'est la démocratie qui l'exige. Si c'est leur façon de répondre, façon législative, aux problèmes posés par la Cour constitutionnelle, ça fait l'affaire. Le chef de l'État aura rempli les formalités. Donc je veux qu'on sache que le chef de l'État n'est pas impliqué dans ce qui se passe. La logique démocratique oblige à ce que les acteurs jouent pleinement leur rôle. Et il y a des prérogatives qui relèvent en fait de l'Assemblée nationale. Et les députés ont prérogative d'initier des propositions de loi et on ne va pas leur en vouloir. C'est vrai que ça fait depuis un moment un débat qui agite l'opinion nationale et même internationale. Pourquoi? Parce qu'il y a des acteurs politiques qui ont intérêt à ce que ce débat se fasse parce que c'est leur façon d'exister et c'est leur façon d'agiter le débat national. On ne va pas leur en vouloir, c'est le jeu démocratique. Parce que, évidemment, en démocratie... Est-ce que vous ne trouvez pas que les citoyens sont quand même en droit de s'exprimer par rapport à tout ce qui concerne leur pays? Pourquoi vous pensez que certains politiciens font le débat juste parce que ça leur permet d'exister? Oui, parce que je dis qu'il ne faut pas qu'on traumatise, en fait, nos citoyens pour un débat qui n'a pas un sens. Et c'est ce qui fait que je salue la sortie du chef de l'État. Cette conférence de presse vient clarifier les positions du chef de l'État et par ricochet de l'exécutif. D'accord. Monsieur Attadé, je reviens vers vous tout à l'heure. Monsieur Alphonse Moïse Soudé, est-ce que vous pensez, comme monsieur Attadé, que certains politiciens font le débat juste pour leur suivi politique? Moi, j'ai suivi un député, je crois, il y a une semaine sur une chaîne de radio de télévision qui estimait que, bon, ils ont commis des erreurs en 2019 dans la révision de la Constitution et que maintenant, ils se sont rendus compte qu'il y a des verrous qu'il faut sauter. C'est pour ça qu'ils ont proposé le truc. Je dis une chose, hein, au niveau qu'on appelle réforme du système partisan, c'est zéro. Disons les choses clairement. Vous savez comment... Vous pensez qu'il n'y a pas d'avancée? Écoutez, il n'y a rien à se mettre sous la dent sur cette réforme? Certaines personnes se sont retrouvées sur les listes. Il faut qu'on nous dise ça. Vous savez comment les gens confectionnent les listes pour les élections? Vous pensez que ce sont les meilleurs des partis politiques qu'on a positionnés? Écoutez, si on devait respecter la discipline de groupe, ce que l'honorable Hassan Seibou a fait, c'est que ça devait être discuté au sein de son parti. Ce n'est pas à lui. L'initiative peut venir de lui, mais son parti peut porter. Moi, j'ai vu, contrairement à ce que dit Francis, moi, j'ai vu le texte. J'ai vu le texte signé. Je n'ai pas vu plusieurs signatures. Je n'ai vu qu'une seule signature. Je n'ai vu qu'une seule signature et ça fait tic dans ma tête. J'ai dit, mais attends. Mais on a dit, bon, les gens de l'UPA ont dit, on a discuté ensemble. Machin, nous a sous. D'accord, nous avons discuté ensemble. Au finish, tout le monde devait poser sa signature pour qu'on sache que ça vient effectivement de la mouvance. Moi, je dis, écoutez,
je ne suis pas juriste, mais je dis et je répète, répondons d'abord à l'injonction de la Cour constitutionnelle. Si dans le débat à l'Assemblée nationale, on se rend compte qu'il faut forcément aller, parce que le problème de parrainage, c'est ça qui intéresse les gens pour 2026, hein, c'est ça qui est important. J'aurais même appris qu'on désormais va demander que ça soit co-signé par le chef du parti politique, et s'il n'est pas d'accord avec celui à qui le choix du député, okay, ça devient invalide. Ça devient invalide. En réalité, on veut tirer leçon de ce qui s'est passé en 2021 lors de la présidentielle. On dit si. Parce que c'est pas parce qu'on ne parle pas, c'est pas parce que les députés ne parlent pas qu'ils sont d'accord avec le gouvernement. Il y a des gens qui préfèrent se taire. On en vient avec Bouniaï ici, des gens qui ont juré terre et ciel, mais à la veille du départ de Bouniaï, ils lui ont tourné deux. Donc, il y a des députés tapis dans l'eau qui ne parlent pas, qui ne réagissent pas. Mais bientôt, ils vont se venger. Parce que quand ils vont constater se venger, le mot n'est pas trop fort, se venger de non, quoi? Ils vont se venger. Parce que tout le temps, ils ont été oubliés, ils ont été piétinés. Ils disent, bon, maintenant, avec mon parrainage, parce que c'est puissant. Le parrainage, c'est puissant. Ça sera très important pour 2026. Et quand je vois un peu la proposition de Hassan Seybour, lui n'en parle pas. Parce que quand il dit de faire le présidentiel avant les autres, forcément, c'est ceux qui sont en activité aujourd'hui qui vont parrainer. Ça ne répond pas à la préoccupation du chef de l'État. Donc je dis, si la mouvance doit porter une loi de proposition, il faut qu'on s'entende. Et j'ai toujours dit, dans cette matière-là, ce n'est pas une question politique. Il faut appeler les sachants du droit. L'homme politique a toujours des intérêts à mettre dans un texte. Qu'on ne me trompe pas. On a toujours des intérêts. En 2019, qu'est-ce qui a pressé qu'on étudie la Constitution? On pouvait prendre le temps nécessaire. On aurait pu écouter. Parce qu'il y a des sachants qui sont montés au créneau, qui ont donné des avis, mais on a balayé ça du revers de la main. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'on a été rattrapé. Je vous ai dit ici l'une dernière qu'on ne triche pas avec les sciences. Vous trichez avec les sciences aujourd'hui, dans le futur, ça vous rattrape. Et c'est ce qui se passe. Moi, je proposerai aux députés d'abord répondre, parce qu'aucun d'eux n'en parle. Ce que la Cour a demandé, personne n'en parle. Tout le monde, on est braqué sur la révision de la Constitution. Pourquoi on tient à réviser la Constitution? Et les éléments qu'on nous propose, moi quand j'ai lu le texte, il y a deux éléments, je vous ai dit ici, il y a deux éléments. Quand le chef de l'État, par exemple, on en dit que le chef de l'État doit aller faire un prêt au nom du peuple béninois, quitte à rendre compte 90 jours après, depuis, ça a été fait. Ça n'a pas été fait. Donc, on devait comprendre que cet article qu'on a introduit là pose problème. Il y a des éléments plus importants auxquels on doit toucher au lieu de prendre en compte tout ce qui est politique. D'accord. Alors, vous avez parlé de juristes. Nous en avons un sur ce plateau. C'est l'occasion pour nous de lui poser le problème. Nouroudine Saka Saleh, est-ce que le Bénin va tomber complètement si on ne révise pas la Constitution et qu'on se cramponne justement à la décision de la Cour de faire la relecture du Code et d'aller aux élections? À qui est-ce que j'envoie la facture de la prestation après? aux citoyens béninois qui nous suivent en ce moment. Ils sont un peu tirés par le bas, les citoyens. Oui, allez-y. Alors, avant même d'aller dans le sens juridique du terme, c'est-à-dire tout le monde s'est exclamé sur les conditions de la révision du code électoral, de la Constitution. Donc, je pense qu'on était tous unanimes sur le fait et la proposition du député Seibou le confirme que la Constitution était mauvaise. Laquelle des constitutions? Celle qui est querellée aujourd'hui, celle issue de la modification de 2019, elle était mauvaise. Elle était même humiliante dans le sens où j'ai entendu le député parler d'erreurs matérielles. Dans un texte constitutionnel fondamental, excusez-moi, ma pratique de juriste m'empêche de considérer que 81 députés se sont rassemblés pour modifier un texte et que la Cour constitutionnelle a validé cette modification et qu'il subsiste des erreurs matérielles. Vous savez ce qu'on appelle une erreur matérielle? C'est insultant. Quand on parle d'erreur matérielle, ça veut dire qu'il y a des petites questions de virgule ou de date ou même d'expressions qui se sont glissées dans un texte constitutionnel. Et on considère que ce texte a été passé au screening de la Cour constitutionnelle. Donc au-delà des 81 têtes qui ont réfléchi à concocter ce texte, dans les modifications qui ont été apportées, il a subsisté des erreurs matérielles que la Cour constitutionnelle n'a pas vues. Et que ce texte a été validé dans des délais records. Donc la proposition entre griffes du député Hassan Seibou est pour moi le symbole même que ça a été fait d'une mauvaise manière et que le texte est mauvais. Si on part du principe que ce texte est mauvais, ce qui est mauvais, est-ce qu'on garde? On ne garde pas. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le contexte dans lequel ça a été fait, le contexte sous-régional et l'historique sous-régional
est légitime à rendre frileuse toute personne dès qu'on parle de révision de la Constitution. Parce que tout à l'heure, comme j'ai dit, le chef de l'État veut que la modification, si elle doit être faite, elle soit faite dans un sens donné. Qui me dit que c'est son sens qui est le bon? Ça veut dire qu'il y aura donc autant d'interprétations. Et demain, une fois que le texte sera modifié, il y aura aussi autant d'interprétations sur les conséquences de cette modification. Donc c'est normal, que ce soit par opportunisme politique d'un camp ou d'un autre, c'est normal que chacun essaye d'être attentif et d'alerter. Est-ce que la République va tomber? La République a connu des morts à cause de cette question de la Constitution telle qu'elle a été modifiée. Peut-être que le Parti Les Démocrates n'aurait pas aujourd'hui un certain nombre de députés, que la Constitution, sa modification, serait une aubaine pour ce parti. Mais aujourd'hui, le Parti des démocrates a 28 députés, a la possibilité donc de parrainer. Vous prenez un autre parti de l'opposition ou même de la mouvance présidentielle, peut-être qu'ils veulent que le parrainage soit sauté. Donc, en politique, il n'y a que de l'opportunisme. Et ça surfe sur les opportunités politiques aussi. Moi, je maintiens. Je continue de maintenir et je suis content que les initiatives, que la transhumance dont a parlé M. Attadé, le financement public des partis politiques, qui fait qu'aujourd'hui, on a un parti qui bénéficie de votre argent à vous, vous et moi, qui perçoit l'argent, ne puisse pas participer au débat sur la révision du code électoral, c'est-à-dire le texte qui va les régir, eux, en tant que parti, parce qu'ils ont des conseillers municipaux, ils ont des conseillers communaux, qui ne puissent pas participer au débat alors qu'ils bénéficient de notre argent. Pour moi, ça pose un problème. Que des gens continuent à quitter un parti le matin pour atterrir dans un autre le soir, sous question, sous prétexte d'idéologie ou sous prétexte machin, je dis, il y a encore des problèmes qui demeurent. Que des partis se permettent de décider à l'ombre de leur mesquinerie que telle personne est plus apte à être candidat qu'un autre, qui leur dit? Donc, bon, j'estime qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Je suis surpris et même à la limite un peu déçu que je n'entende que certains aspects qui soient énumérés par les discussions, mais aujourd'hui, la question du quitus fiscal reste encore un problème. Il n'y a pas de décret d'application qui fixe les conditions dans lesquelles le quitus fiscal doit être demandé, doit être donné. Toutes ces questions-là ne sont pas discutées. On s'arc-boute sur une question de modification de la Constitution. Comme je vous ai dit, moi, en tant qu'intellectuel, en tant que juriste de surcroît, ce n'est pas un exercice qui m'effraie. Non, vous me donnez cette Constitution-là aujourd'hui, je peux vous la charcuter, je peux vous réécrire toute une autre Constitution sans prétention aucune, et que ce soit quelque chose qui puisse être digeste et à présenter aux autres. Mais tout a toujours évolué dans l'anonymat, en catimini. Donc, si nous n'allons pas à la modification des textes, le Bénin ne va pas tomber, mais peut-être des citoyens béninois vont encore tomber dans les prisons. Les citoyens béninois vont encore tomber dans leurs maisons parce qu'on a déjà vu, et ce n'est pas moi qui le dis, l'histoire nous a déjà prouvé qu'à cause de ces modifications de textes, des citoyens béninois sont en prison, des citoyens béninois sont morts, des citoyens béninois sont en exil. Toute situation va toujours entraîner son lot de drames humains. Est-ce que peut-être ce n'est pas pour éviter tout ça qu'il faudrait alors que les acteurs politiques répondent à l'appel du chef de l'État en se disant, bon, on laisse tomber carrément la révision constitutionnelle et on travaille réellement sur la relecture du code électoral pour aller aux élections? Pour moi, ce n'est pas de l'opportunisme, ce n'est pas par opportunisme qu'on modifie des textes. Ce n'est pas par la volonté ou bien pour respecter la volonté d'une personne, chef de l'État soit-elle, qu'il faut réviser. Il faut réviser un texte de loi, il faut réviser lorsque ce n'est plus adapté. Il faut en parler. La discussion, pour moi, comme je dis, ce n'est pas tabou. Ce n'est pas tabou. Donc, s'il y a des raisons évidentes d'y réfléchir, d'en parler, puisque l'opposition a toujours dénoncé, et moi, je veux rester dans la constance. L'opposition a toujours dénoncé la mauvaise constitution que nous avons aujourd'hui. Il faut dire qu'elle est mauvaise. Le parrainage qui se permet... On avait dit qu'on ne voulait pas de candidats fantaisistes, de ce que j'ai compris, que le parrainage devait empêcher qu'il y ait des candidats fantaisistes. Rappelez-moi le score du duo Agossa et Kohwe. À peine 3%. Comment il faut les qualifier? C'est de grands candidats, alors qu'ils ont été dûment parrainés par combien de députés? 16 à l'époque. Vous êtes sûr que si vous étiez candidat, vous n'aurez pas fait mieux? Qui peut nous le dire? Pour l'instant, je ne suis pas dans la politique. Non, qui peut nous le dire? Personne. Et qui donne le droit à 16 personnes, à 16 individus élus, avec la question des 10% qui nous donne aujourd'hui des élus que moi j'appellerais non désignés par les populations?
Vous voyez bien, avec la question des 10%, Porto-Novo aujourd'hui a un maire qui n'est pas issu de la majorité du vote des Porto-Noviens. Donc, toutes ces questions-là, on a un duo qui est allé aux élections avec les 16 parrains et qui n'a pas eu 3%. D'accord. Alors, Monsieur Attadé, est-ce qu'avec toutes les insuffisances que les uns et les autres sont en train de relever dans le code électoral, est-ce qu'il ne faut pas alors se consacrer au code électoral, à sa relecture, en ouvrant davantage l'éventail pour corriger les couacs relevés? Petite observation. La première, c'est qu'il faut dire qu'il faut déconnecter le chef de l'État de ce débat sur la Constitution. Pourquoi? Parce que sans embâche, sans embâche, et dans un langage direct, non, permettez, vous pouvez avoir la parole. Il a dit clairement qu'il n'en veut pas. Ça ne veut pas dire qu'il est contre. Ça ne veut pas dire qu'il est contre, il a dit je n'en veux pas. Et je vous dirais, Monsieur Noureddine, je suis quand même politique. Vous permettez? Le langage communicationnel en politique, je ne veux pas, ça peut être une menace. Oui, vous permettez. Ça peut être une menace. Donc, je ne souhaiterais pas qu'on dise qu'il faille le déconnecter. C'est quand même le magistrat, premier magistrat du pays. On ne peut pas le déconnecter. Vous savez que le débat sur la Constitution ne se fait pas au palais de la Marina. Ça se fait au Parlement. Le chef de l'État peut avoir des réflexions et les verser, par exemple, à charge pour les députés, j'en sais ou non. Ça peut inspirer le débat au niveau du Parlement. Mais sur la question, je crois qu'il a dit qu'il y a une solution qui est plus simple. Parce que la clôture du dépôt des candidatures pour l'élection de 2026, c'est le 5 février. Entre la clôture et l'ouverture de la campagne, on peut réduire les délais. Et ça règle le problème. On peut agir sur les 10% par la même occasion. Non, écoutez, sur les 10%, permettez, j'en viens. Puisque dans l'argumentaire présenté, parce que là, je suis très fier d'échanger avec des gens qui ont de la matière. Ce n'est pas des arguments, c'est des arguments que vous avancez. Et ça vient, en fait, confirmer la pertinence de la révision. Mais il y a une question de timing. Je crois qu'un des vôtres, l'honorable Attadé. Non, monsieur Noureddine Saka Saleh est sur ce plateau à titre de juriste. Voilà. Il n'est pas là comme membre d'un parti politique désigné par un parti politique. On a besoin des juristes, voilà. Nous l'avons invité comme juriste sur ce plateau. De par leur brillance, peut nous aider à éclairer ce nombre de sujets. Je veux revenir sur une déclaration faite par un membre du Parti Les Démocrates qui a dit que la Constitution est un chiffon. Ça, c'est à Parako avec Aboubacar Tako. Et lui ici dit que c'est mauvais. Je crois que Boni Yahi a dit que pour l'heure, il n'est pas question de faire révision parce qu'elle ne serait pas technique, elle ne serait pas opportune et elle risque de créer des problèmes. Donc il y a une question de timing. Ça veut dire que la question de la révision va venir certainement après 2026 si elle n'est pas réglée. Et au niveau du code électoral, vous avez évoqué la question du suffrage exprimé à 10%, qui est prohibitif parce que ça disqualifie des gens qui pourraient avoir accès au niveau de la circonscription électorale pour les élections communales et municipales. Ça, c'est pertinent. Vous avez vu que dans le cadre, par exemple, des législatives, les démocrates ont eu 28 députés, le BR a eu 28 députés, mais en termes de voix exprimées, il y a quand même un gap. Comment est-ce qu'elle a quelle répartition? Un gap en faveur de qui? Permettez-moi, vous allez découvrir, ils savent, ils l'ont évoqué, ils ont fait des conférences de presse. Bon, les démocrates. Oui. Bon, alors vous constatez avec moi qu'il y a de petits problèmes au niveau du code électoral. De gros. Bon, non, je dis de gros, de petits problèmes, j'allais dire, qu'il faut régler. Et même les partis qui ne sont pas représentés, qui n'ont pas pu décrocher des sièges au Parlement, ont des griefs contre ce code électoral. Si vous suivez Mouel Bénin, si vous suivez le parti de Mme Claudine Prudencio, en fait, les griefs sont là. C'est une réalité, c'est des faits réels. Et à côté, vous avez la Constitution, quand vous prenez par exemple l'article 42 de la Constitution, article 42 nouveau, le second alinéa, qui a été une initiative chef de l'État. En aucun cas, nul ne peut, de sa vie, exercer plus de 2 mandats de président de la République. Apparemment, c'est un verrou constitutionnel qui empêche, sinon que la loi 90-32, la Constitution 90, déjà, en son article 42, stipulait que le président de la République est élu pour un suffrage universel direct. En fait, il est élu par suffrage universel direct pour un scrutin de 5 ans, en fait, pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'était quand même clair, si on comprenait bien français.
Mais pour éviter toute interprétation, on a dit qu'il vaut mieux corser compte tenu de l'actualité dans la sous-région. On l'a corsé. Mais quand vous prenez l'article 50 de la Constitution, qui traite de la vacance de poste, dans l'hypothèse où, par exemple, il y a démission, il y a décès, où il y a empêchement définitif, on a dit qu'il faut faire appel immédiatement au vice-président pour qu'il prête serment. Le vice-président qui devient vice-président, parce que quand il y a vacances, en fait, c'est l'Assemblée qui se réunit et qui saisit la Cour constitutionnelle pour constater et décaler la vacance. Et puis on procède à l'appel du vice-président pour qu'il vienne prendre et prendre serment et prendre fonction. Dans les 48 heures qui vont suivre, l'article, en fait, les dispositions de l'article 50, c'est que le nouveau président, enfin, le vice-président devenu nouveau président, doit pouvoir désigner dans les 48 heures qui vont suivre, doit nommer un nouveau vice-président. Si par extraordinaire, dans les 48 heures, il n'arrivait pas à désigner ce nouveau vice-président, et que lui arrivait, il démissionnaire ou un décès, tout comme ça peut arriver, c'est pas souhaitable. C'est le président de l'Assemblée nationale qui prend, en fait, qui vient maintenant assurer les fonctions de président de la République et l'Assemblée élit un autre président. Bon, quand on le faisait, je crois que dans l'esprit de l'article 42, c'est qu'un ancien président ne va plus jamais devenir président de la République. Non, écoutez. D'aller pour la réflexion. Vous savez, le lundi dernier, moi j'ai dit une chose. Non, excusez-moi, non, c'est pas ça. On ne peut pas. C'est ça le drame des hommes politiques béninois. On ne peut pas légiférer. Non, suivez-moi. On ne peut pas légiférer parce que. Si vous revoyez les bandes de lundi dernier, il a mené exactement le même raisonnement. Et je dis une chose, vous ne pouvez pas vouloir faire oublier Boni Yaye dans la tête des Béninois. Et chaque fois, non, justement, c'est ça. C'est impersonnel. Non. Il peut s'agir de talons, Non, on parle de. Vous avez parlé du président de l'Assemblée nationale. Non, vous avez parlé du président. On va écouter la bande de l'Union. Vous avez dit la même chose. Vous dites au cas où Yaye Boni serait élu président de l'Assemblée nationale. Et que. Écoutez, on va écouter les bandes. Au cas où un ancien président devenu président d'un parti. Ils sont combien? Ils sont devenus président de parti. C'est qui? La Constitution, c'est une loi pérenne. Qui est ancien président devenu président de parti? C'est pas fait pour un mandat, une Constitution. À supposer par exemple que le président Talon finisse son mandat en 2026 et qu'il descende. Il a deux partis qui l'ont porté. Si par extraordinaire, il décidait de devenir président d'un parti, il le sera. Et ce cas de figure se présentait. C'est pour dire qu'en fait, on n'a pas réglé la question des chefs d'État. Or, l'idéal serait qu'on crée un cadre de concertation dans lequel nos anciens chefs d'État devront siéger pour que l'expertise qu'ils ont acquise. Je crois qu'effectivement, comme le rappelle Alphonse Moïse Soudé, le lundi dernier, vous en avez parlé. Et vous avez cité nommément Boni Yaye. Les banques sont là. Vous avez cité nommément Boni Yaye. Je vous ai dit non. Attendez, chers amis, on va se calmer sur le plateau. En attendant de vous donner la parole, Monsieur Nouroudine Saka Saleh, mesdames, messieurs, nous vous avons posé la question à l'entame de cette émission. Est-ce que vous pensez que la révision, sinon les révisions de code électoral et de la Constitution devrait prendre une autre forme suite à la sortie du chef de l'État? Quelle devrait être la suite donc de ces révisions maintenant que le président de la République est sorti pour donner sa position? Vous vous êtes exprimé. Stanislas va se faire donc le plaisir de nous présenter vos avis. Stanislas, bonjour. Bonjour Alain Sochumien, bonjour à tous. Que disent nos internautes par rapport à la question? Alors, la question divise là-bas aussi. Les plateformes de l'ORTB sont beaucoup agitées. Les internautes estiment qu'il faut s'entendre autour d'un minimum pour pouvoir réviser les lois, les tests qui posent problème. D'autres estiment que ce n'est pas le moment, mais s'il doit y avoir révision vraiment, qu'ils le fassent pour que la paix règne dans le pays. Dites-nous alors quelques avis de nos amis internautes. Exactement. Sur notre page Facebook, Bokor Roland Caliste écrit « Selon moi, il faut totalement tourner cette page et avancer vers autre chose en maintenant les 45 jours de bonus présidentiel qui causent problème aujourd'hui malgré les conséquences négatives. Nos politiciens doivent savoir que la constitution du peuple n'est pas écrite au crayon, mais plutôt avec le sang des Béninois vivants et décédés. C'est l'âme du peuple est très sensible et on ne s'amuse pas avec comme une lettre à sa dulcinée. Jean Kokou Zounon pense ceci, les députés, toutes
toutes tendances confondues, sans oublier nos constitutionnalistes doivent s'asseoir autour d'une table et trouver d'abord un consensus avant toute révision du code électoral et de la loi fondamentale, car le Béninois est très amoureux de sa constitution. Jean-Hubert Athanase Humbadi abonde dans le même sens. Pour lui, le Béninois tient trop à sa constitution. Pour éviter des tensions dans le pays, les députés à l'Assemblée nationale doivent s'entendre sur les articles à modifier dans le code. Si cela exige la révision de la constitution, il faut alors verrouiller les articles liés au mandat présidentiel et faire une révision consensueuse et saine pour la paix. Fadei Olafemi Gilles-Chris Denis écrit: à mon avis, il revient aux députés, toutes tendances confondues, de prendre leurs responsabilités. Ils ne doivent pas oublier qu'ils sont là pour le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. Qu'ils arrêtent de distraire leurs concitoyens avec les polémiques et les suspicions. En tout cas, nous les observons, assure notre ami Fadei Olafemi Gilles-Chris Denis. Cora Koudous dit ceci: pour ma part, je pense que si cela pose un problème, la question revient au peuple de décider s'il faut réviser ou non la loi suprême de la République par voie de référendum. Et pour finir, Randolph Yarou écrit sur le réseau social INS, l'ancien tuteur donc: c'est une question complexe qui nécessite une réflexion approfondie et une discussion entre les parties concernées. Il est important d'encourager le dialogue ouvert et constructif pour trouver des solutions mutuellement acceptables, conclut notre ami Randolph Yarou. Merci à vous, cher ami Stanislas, pour cette présentation des points de vue de nos amis internautes. Franchement, nous vous disons merci. Merci de nous suivre comme ça en direct. Nous sommes le 12 février 2024 et vos avis, on les connaît désormais. Alors, on revient sur ce plateau. Nouroudine Saka Saleh, vous piaffiez d'impatience de réagir aux propos de M. Attadé, qui pense qu'on n'avait pas réglé le problème des anciens présidents de la République qui, pour une raison ou pour une autre, se retrouvent chefs de parti et qui pourraient donc avoir des aventures législatives au niveau du Parlement. Non, ce n'est pas pour ça que je voulais piaffer. Je pense que M. Soudé a rebondi sur la question. C'était plutôt pour faire toucher encore du doigt sur l'article dont il a parlé concernant la vacance. Une matérialisation du fait que la Constitution, là, comme je le dis, est mauvaise. Dites-nous. Vous avez vu les conditions d'élection du duo. D'accord? Dans les conditions de candidature en tant que vice-président et président. L'article 42 ou 44 a énuméré les conditions. Mais en cas de vacance, dans le cas de la nomination du vice-président, au cas où le vice-président démissionne, suivez bien ce que je dis, hein. Oui, au cas où le vice-président démissionne, est empêché ou décède, ou pour des cas de maladie et autres, il revient au président élu de désigner un autre vice-président. Est-ce que les conditions qui sont applicables à l'élection, c'est-à-dire ne jamais avoir fait de mandat de sa vie, sont appliquées aussi dans la question de la nomination du nouveau vice-président? Question. Dans ma compréhension, non. Ça veut dire donc qu'un ancien président, même qui a exercé 2 mandats, peut devenir vice-président par nomination et non par élection. Au final, le résultat est le même. C'est pour dire encore, dans le même exemple qu'il a pris de l'article 50, lié à la vacance, on peut se retrouver avec un ancien président qui a été déjà élu, qui a exercé 2 mandats, vice-président de la République. Donc pour moi, la Constitution, elle est encore une fois une matérialisation du fait qu'elle est mauvaise. Il faut préciser tout cela. Comme j'ai dit, les députés de l'opposition sont le métronome en matière de révision de la Constitution. Ils ne sont pas du tout utiles pour la révision du code électoral. Absolument pas utiles. Parce qu'ils ne peuvent ni s'opposer, ni même leurs amendements ne peuvent être acceptés. Parce qu'ils sont 28, les autres sont 81. Si on doit se placer dans une stricte limite du respect de l'idéologie et de la discipline de groupe, le pouvoir n'a même pas besoin à la limite des 28 députés de l'opposition pour la révision du code électoral. Donc pour moi, ça ne devrait même pas faire débat. Avec ou sans eux,
le code électoral peut être révisé. La Cour va valider, comme ils ont l'habitude de le faire, rapidement, avec une célérité sans pareil, cette question-là du code électoral. Donc, je trouve même que les députés de l'opposition n'ont pas à se fatiguer pour la révision du code électoral, parce qu'avec ou sans eux, elle peut se faire. Mais par contre, ils sont le métronome de la révision de la Constitution, dans deux sens. Ils peuvent décider, puisqu'ils ont le droit d'amendement, ils peuvent décider de la recevabilité du texte et de porter leurs amendements sur le texte qui a été proposé et d'envoyer en fait ce texte maintenant au référendum. Rien n'oblige à ce que ce soit une adoption parlementaire au 4/5e, puisqu'il suffit d'un seul député de l'opposition pour que ça aille au référendum. Donc, cette posture de radicalisme, que ce soit d'un côté ou de l'autre, moi je ne suis pas pour. Parce que fermer la porte totalement à un exercice auquel on peut participer et pour lequel on sait qu'on a les manettes en main, à moins, je ne sais pas, je ne suis pas acteur de la révision, comme j'ai dit. Je ne suis ni au gouvernement, ni à l'Assemblée. Je ne sais pas s'il y a des soupçons, je ne sais pas s'il y a des doutes quant à la cohésion ou quant à l'homogénéité de chaque camp politique, mais je ne vois pas pourquoi ce texte ne serait pas débattu, comme on est en train de le faire là. On doit doter quand même nos députés d'une capacité de réflexion. J'estime que s'ils ont été mis sur des listes, c'est qu'ils ont une capacité de réfléchir et de proposer quelque chose à ce qui a été proposé. Vous me faites votre proposition, c'est comme un marché. Vous me faites votre proposition, si elle ne m'agrée pas, je vous renvoie à la mienne, et ainsi de suite. Rien ne m'oblige à adopter ce que vous avez fait. Donc les députés de l'opposition sont le métronome de cet exercice politique. Soit ils décident d'amender le texte et d'envoyer ça au référendum pour nous permettre à nous, là, nous tous là, d'aller dire « Ah oui, on donne plutôt le quitus » à ceux qui sont contre ou à ceux qui sont pour. Mais dans ce cas de figure, il y a encore des substitutions où certains citoyens se disent mais la vérité des urnes n'est souvent pas exprimée au final. Donc ça nous permet... à l'issue du référendum, le peuple aura vraiment son expression affichée? Mais le fait que vous posiez la question même nous fait toucher du doigt même que le système électoral est encore défaillant. Si on ne fait pas confiance en dernier ressort à la possibilité de départager les élus ou bien les politiques qu'est donnée au peuple, ça veut dire que nous sommes encore très loin des débats que nous devrions avoir. Ça veut dire que nous sommes encore, excusez-moi, dans le caca jusqu'au bout. Si on doit remettre en cause encore la question et qu'on doit se poser des questions supputées sur la capacité, par exemple, de respecter le vote des électeurs, ça veut dire en fait que on est loin de ce dont on doit discuter. Ça veut dire que les processus électoraux même ne sont même pas fiables. Non, je vous donne l'exemple de 2000, ça veut dire qu'ils ne sont pas fiables 2017 et 2018. Quand ça avait échoué à l'Assemblée nationale, on avait la possibilité d'aller par voie référendaire. Mais on n'a pas eu ce courage-là. Non, elle a été adoptée, mais avec l'obligation d'aller à un référendum. Non, je parle du premier. Ah oui, en tout premier, ça a été rejeté. Ça a été rejeté. Donc, on pouvait emprunter la voie réferaire. Absolument. On n'a pas eu... Qu'est-ce qui a empêché la prise de la voie référendaire? Ce n'était pas évident que le peuple... Oui, ce n'était pas évident que le peuple accepte, parce que les gens étaient déjà sur le terrain, avaient déjà exprimé leur position contre la révision. Donc je dis aujourd'hui ce qui se passe, et je vais répéter ce que j'ai toujours dit. Il faut inviter tout le monde. Les députés que je connais ne sont pas des sachants en droit. Ils n'ont pas fait le droit constitutionnel. Il faut faire appel aux spécialistes. Il faut faire appel aux spécialistes. Il faut inviter tous. Ce n'est pas seulement ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale qui doivent participer au débat. Nous avons 15 partis politiques et chaque parti politique doit faire ses propositions. On s'entend sur le minimum. Ce qui est sur tout le monde, c'est que dans le texte, moi j'ai toujours reproché à ce texte-là, on a un vice-président qui ne siège pas en Conseil des ministres, mais qui est appelé un jour à remplacer le président de la République. C'est-à-dire qu'il faut tout reprendre, il faut tout lui expliquer. Et les collaborateurs sont nommés en conseil. Et ça me pose un problème. Ouais, il y a que le président de la République nous avait dit que le président de la HAC serait élu par les membres de la HAC. Ça n'a pas été fait. Il y a que on peut faire des prêts au nom de l'État béninois et qu'après on a 90 jours pour rendre compte. Informer. Bon, moi je n'ai jamais suivi. Ça pose. Il y a d'autres éléments dans le texte qu'il faut corriger. Et pour le faire, il faut associer tout le monde. Il faut écouter tout le monde. Ce n'est
pas question d'être pressé. Parce qu'en 2019, on a été pressé, on nous a produit le texte qui est là. Les gens ont dénoncé ça, il y avait eu problème. Maintenant, on se rend compte, parce que moi j'ai entendu un député de la mouvance dire, nous nous sommes rendus compte que nous avons fait des erreurs par rapport au texte de 2019. Et c'est pour ça que nous revenons pour corriger nos erreurs. Ce n'est pas un péché de reconnaître qu'on a fait des erreurs, mais cette fois-ci, il faut une large concertation. Parce que moi, j'ai regardé l'Assemblée nationale, je n'ai pas vu un spécialiste du droit constitutionnel. Oh, il doit y en avoir quand même. Hein. Mais je n'en ai pas vu, parce que depuis, ils ne se sont pas prononcés. Je n'ai vu que le président de la commission des lois qui s'est prononcé hier, machin. Mais il faut, n'est pas juriste. Bon, il faut des spécialistes. Moi, je dis c'est ça, il faut que chaque parti politique invite au cours d'une séance des spécialistes pour leur expliquer ce que c'est que la Constitution, comment elle doit être construite. Et là, quand on va consulter tout le monde et qu'on va procéder à la révision, je crois qu'il y aura moins de contestation. D'accord. On va faire un dernier tour de table pour commencer par, on va commencer par M. Attadé. Alors, M. Attadé, notre responsable à la production ce matin, Machek Betaro, nous fait de grands signes, hein, comme ça, que le temps est en train d'aller. Alors, si vous devriez conclure ce débat, si vous devriez faire des propositions, M. Attadé, pour que le Béninois lambda se sente pris en compte dans ce débat de révision qui agite la République. Je voulais en fait dire en toute honnêteté qu'en fait au Parlement et hors du Parlement, il y a quand même eu l'honorable Tokpanou qui s'est prononcé. C'est un constitutionnaliste. Donc il ne faut pas dire que les députés ne se sont pas prononcés. Non, il est plutôt professeur de droit. Oui. Attention, il n'y en a pas à l'Assemblée nationale. Il a participé à la rédaction de la Constitution de 2019. Et il a fait au dialogue de 2019. On a vu ce que ça a donné. C'est une expertise en fait qu'on peut exploiter. Donc il a donné sa voix sur la question. Mais je vais dire en fait qu'il se dégage de ce débat que le texte constitutionnel a un problème. Vous savez que c'est le fondement normatif, la base juridique. Et il faut faire en sorte que nous ayons, sur la base d'une réflexion critique, holistique, puissions accoucher d'un texte constitutionnel qui soit pérenne, fiable et stable, pour éviter les retouches. Et qui honore la République. Au niveau des lois électorales, que le débat se fasse hors du Parlement. Il faut l'élargir à d'autres acteurs et à d'autres personnalités et compétences, à d'autres experts. Et même à des juristes chevronnés, dont la brillance est célébrée. De sorte à ce que nous puissions avoir dorénavant une loi électorale. Vous savez que depuis 1990 à aujourd'hui, nous sommes à la 28e loi électorale. Ça n'honore pas notre pays, ça ternit en fait la qualité de la démocratie. Nous sommes un modèle, nous sommes un baromètre des changements sur le continent africain et on travaille à l'aide. Et je veux dire en fait que le chef de l'État a bien dit qu'il n'est pas demandeur de... Les parlementaires ont l'initiative de la proposition de loi. Ça aussi, nous sommes d'accord. La loi qui est au niveau de la commission des lois, certainement va tomber en plénière pour des débats. Et je crois que les parlementaires, qui sont les représentants du peuple, vont devoir assumer pleinement leur responsabilité. Allez, le peuple également les suit de très près. Alphonse Moïse Soudé, pour conclure le débat, Je voudrais que l'on démarque les intérêts politiques de la révision de la Constitution, c'est de la science. Il faut appeler les spécialistes. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais au Bénin, à l'université, un peu partout, on a des spécialistes. Il faut associer les spécialistes, nonobstant le camp politique. Le droit, quand vous trichez avec le droit le lundi, au plus tard vendredi, ça vous rattrape. Et c'est ce à quoi on a affaire maintenant. Ok. Alors, nous allons donc boucler la boucle de cette émission en demandant à notre invité qui fait son baptême de feu, j'ai envie de dire, sur ce plateau. J'espère qu'on aura le plaisir de le retrouver. Nouroudine Sakasalé, si vous deviez dire un mot de fin dans ce débat de ce matin. Je vais prendre par analogie le cas d'un pays de l'Afrique de l'Ouest qui est aussi dans la tourmente aujourd'hui. Ah oui, le Sénégal. On avait prévu en parler. Le Sénégal, ah oui. Voilà, c'est... vous voyez un peu la levée de bouclier au Sénégal. Le citoyen lambda, même les élèves et étudiants, participent au débat politique. Vous voyez, il y a des professeurs émérites de droit, il y a des sommités qui se permettent, qui prennent l'initiative d'écrire des tribunes, qui prennent l'initiative de se coaliser et de prendre des opinions, d'émettre des opinions sur les questions qui touchent en fait au vivre ensemble, qui touchent à ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Le Sénégal a toujours été présenté comme un modèle de la démocratie. Moi, je ne suis pas pour qu'on présente le Sénégal comme un modèle de démocratie, parce que si on distingue le peuple sénégalais et les dirigeants sénégalais, si on parle du Sénégal, je peux dire que le peuple est un modèle de courage et de combativité politique
parce qu'ils se battent pour leur démocratie. Mais les dirigeants, depuis Abdou Diouf, passant par Abdoulaye Wade jusqu'à Macky Sall, ont toujours donné des coups de boutoir à la démocratie parce que chacun d'eux a toujours essayé de tordre les lois pour se maintenir. Macky Sall a combattu. Il est l'exemple même ou le contre-exemple, il faudrait dire, de la constance et du respect de la parole ou du respect de l'engagement politique. Mais vous voyez, le Sénégalais, on entend le nombre de morts qu'il y a aujourd'hui au Sénégal et ça continue. Malheureusement. Voilà. Il continue de se mettre en fait en bouclier. Le Sénégal, le peuple sénégalais est celui qui a célébré parce qu'il s'est toujours battu pour sa démocratie. Le Bénin ne s'est jamais battu pour la démocratie. Il y a l'allée rouge. On a accédé. Il ne faut pas franchir l'allée rouge. Voilà, on a accédé à la démocratie parce que la volonté commune et populaire à l'époque avait amené la conférence nationale. Donc aujourd'hui, je comprends que ce débat puisse cristalliser les opinions. Je comprends que ça puisse le faire. Mais comme ils l'ont dit tout à l'heure, j'estime, en dehors des deux anciens présidents de la Cour constitutionnelle qui prennent l'initiative courageuse d'opiner là-dessus, je trouve qu'il y a un silence un peu coupable et à la limite même lâche de beaucoup de personnes, au-delà des politiques que moi je classe dans l'opportunisme politique, qu'il soit justifié ou pas. Il y a une lâcheté dans la prise de décision, dans la prise d'opinion de ceux et celles qui peuvent, par leur voix, impulser une certaine... Vous pensez que l'intelligentsia, pour ne pas dire la classe intellectuelle du pays, ne s'exprime pas? Non, il y a une grosse lâcheté. Je ne sais pas si c'est une crainte de quelque chose ou pas. J'estime qu'il y a une grosse lâcheté aujourd'hui et même une espèce de non-assistance à pays en danger, comme on voit au Sénégal aujourd'hui. Eh bien, on l'avait prévu, on devrait parler aussi du Sénégal de long âge, mais la nation a pris vraiment tout le temps. On va certainement revenir là-dessus, par la grâce de Dieu, un autre jour, si vous êtes disponible, M. Nouroudine Saka Saleh, M. Soudé, M. Atade, merci pour votre disponibilité. Si le lundi prochain, tout va bien, ce sera certainement avec Mme Rodrigue Amégan que vous allez retrouver. Le Sénégal, on espère que ça va se calmer déjà de l'autre côté. On fera quand même le débat. Merci beaucoup, chers invités, d'avoir participé à ce débat matinal. Chers amis internautes, merci à vous également, chers amis téléspectateurs.